отношениях и с Францией, si la dernière division arrachée par la rébellion Moran. Republicans promised to repeal Obamacare, which isn't happening. So now what? I'm Savannah Sellers at 30 Rock, and here's what you need. Peut-être pour commencer, une question extrêmement basique. Les frontières ont disparu, en tout cas le numérique les a effacées et l'information peut circuler partout instantanément. Est-ce que ça change la demande? Là, on ne parle pas d'offres, mais est-ce que ça change la demande du côté du lecteur, téléspectateur? Sophia, peut-être pour démarrer. Bonjour. Avant toute chose, que ça change, c'est qu'on attend de nous une hyper réactivité, comme vous le dites. L'accélération de la circulation de l'information abolit les distances. Et donc la première chose que l'on attend d'un média comme le nôtre, d'un tiers de confiance, c'est bien sûr de produire cette information, mais qu'elle soit tout de suite évidemment doublée d'une fiabilité, d'une vérification. C'est ce qu'on attend d'un tiers de confiance et c'est ce que nous sommes. Et puis, évidemment, parce que le lecteur est exigeant, il attend de ce tiers de confiance sa grille de lecture. Ce qui l'intéresse, c'est son point de vue, ce que ces experts en disent. Donc finalement, oui, le processus s'est accéléré, mais le contrat de lecture reste le même. Typiquement, hier, la tuerie donc, au Texas, je veux dire, c'est une information qui circule quasiment en temps réel. On l'a, évidemment, on envoie une alerte sur les smartphones, donc l'info est là, mais tout de suite derrière, ce qu'il faut, c'est que notre réseau de correspondants se mobilise, apporte en temps réel voilà, l'enrichissement de cette information, et puis qu'on apporte effectivement notre propre regard, notre analyse d'une telle situation. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'il y a un besoin que l'info soit recontextualisée de manière à ce que localement, et même quand ça se passe à l'autre bout de la planète, on puisse en comprendre les enjeux et qu'on puisse la consommer de manière intelligente, entre guillemets. Oui, effectivement, le mot-clé est intelligente. Quand elle croise d'autres débats nationaux, bien sûr, il y a cette dimension projective qui est souvent intégrée dans l'analyse. Bon, c'était moins le cas, on n'a pas le sujet, la libre circulation des armes en France, mais quand effectivement un attentat se produit à Barcelone, c'est un sujet qui a un retentissement, bien évidemment, tout de suite sur le plan international, mais local, qui fait écho à d'autres sujets. Donc, en termes de traitement, on est capable de mobiliser effectivement nos rédactions et finalement de suivre cette information sous forme de live. Mais ce live n'a de sens pour notre lecteur, internaute, et pour gagner, j'allais dire, son engagement, c'est d'être en mesure effectivement de l'enrichir de points de vue d'experts que nous sommes capables de mobiliser. Voilà. Peut-être, Michael, est-ce que c'est ce raisonnement ou ce constat qui a conduit finalement à Euronews à faire en début d'année presque le chemin inverse de la globalisation, c'est-à-dire passer d'un fil vidéo unique dans l'ensemble des pays desservis à 12 éditions locales incarnées, ce qui n'était pas le cas auparavant? Oui, le chemin inverse de la globalisation, parce qu'on va vers la localisation. Oui. Non, oui et non. Nous, il y a, alors pour essayer de rentrer dans le sujet de la glocalisation, il y a deux éléments fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on va être du coup moins global qu'avant et plus local. Le premier élément, c'est évidemment l'immédiateté de l'information, la pléthore d'informations, l'infobésité que tout le monde peut consommer. Et le deuxième événement qui, en tout cas, nous marque profondément dans notre approche, c'est ce que j'appelle le bubble effect, c'est la sphère d'intérêt en fait. Je ne vais pas redire les noms que tout le monde a dit, que tout le monde dira encore cet après-midi, mais avec l'avènement de ces réseaux sociaux, pour moi, ce que je ressens là-dedans, c'est en fait chacun construit sa propre sphère d'intérêt et en fait
ce qui est d'ailleurs l'origine du mot de ce qui arrive depuis 20 ans, parce qu'on parle de village global. Le village global, ça porte bien son nom, en fait, c'est un village qui est global, mais le village, c'est en fait bien sa sphère d'intérêt. En fait, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les consommateurs d'informations ont bien évidemment, avec la pléthore d'informations mondiales, ont aboli les frontières géographiques, mais par contre, se sont construits des frontières d'intérêt. Et en fait, ils ne sont finalement intéressés que par ceux qui rentrent dans leur sphère d'intérêt. Alors après, que ça se passe en bas de chez soi, chez son voisin, à côté de la rue, dans sa ville, dans son pays ou à l'autre bout du monde, ça n'a finalement plus aucun intérêt. Ce qui compte, c'est si ça rentre dans cette sphère d'intérêt. Et en fait, nous, on était partis d'une vision très globale des choses, qui était donc d'essayer de faire une offre commune en fait à tous, et d'essayer d'expliquer à un public français ce qui se passe en Angola, d'essayer d'expliquer à un public allemand ce qui se passe en Tunisie, etc. Et en fait, aujourd'hui, avec cet avènement de ce que j'appelle la sphère d'intérêt, c'est plus difficile de le faire. Et donc aujourd'hui, le pari pour, selon moi, un média d'information qui se veut international, c'est de rentrer dans cet esprit de globalisation, c'est-à-dire d'essayer de parler de ce qui se passe dans le monde entier, de façon donc mondiale, mais par rapport à un prisme qui va rentrer dans les sphères d'intérêt d'un public local. Alors ces sphères d'intérêt, elles vont être soit sur le thème d'un débat national, d'un débat de société, d'un débat économique, etc., ou soit, évidemment, il y a des grands thèmes qui rentrent dans les sphères d'intérêt de tout le monde. Ce qui s'est passé avec Weinstein, ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec plein de choses, rentre systématiquement dans les sphères d'intérêt de beaucoup. Mais il y a d'autres choses qui n'y rentrent pas. On parle de, je prends juste un exemple pour finir, on parle de corruption. Aujourd'hui, c'est le grand mot, on parle de corruption. Alors donc, il y a évidemment les Paradise Papers qui sont sortis, il y a ce qui est en train de se passer un peu dans un certain nombre de pays, qu'on connaît tous sur les mesures anticorruption, ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite avec ce qui a été passé. On parle moins de ce qui est en train de se passer en ce moment même en Roumanie, où les mouvements, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques mois, il y a eu d'énormes mouvements qui ont arrêté en fait, des mesures qui étaient censées limiter la corruption dans le pays. Et là, il y a des énormes mouvements de foule en ce moment, dont on parle sur Euronews par exemple. Ça intéresse moins de gens parce que ça rentre moins dans ces fameuses sphères d'intérêt des consommateurs aujourd'hui. Arnaud ? Juste pour compléter, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on est aussi des médias avec une capacité de proposer, on est sur un marché d'offres. Donc je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on doit être en mesure de dépasser ce que sont effectivement ces sphères d'intérêt qu'on peut identifier, mais à nous aussi d'ouvrir d'autres fenêtres. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors pour nous, l'infotainment, c'est un sujet un peu particulier par rapport à celui-là, mais on a intuitivement, on sent intuitivement que c'est un sujet global, alors qu'en fait, il l'est extrêmement peu. On parlait de proximité tout à l'heure, et on se rend compte que la plus grande valeur, ça reste la valeur de proximité, et ça la restera d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui changent dans l'environnement des médias et de l'information, mais la proximité, c'est une valeur fondamentale et principale. Si on prend l'exemple du cinéma, on parle du cinéma français en France, on parle des telenovelas au Brésil, et ça reste fondamentalement un élément d'attraction par rapport à un média, sa capacité à être local. Ça, c'est sur l'information en elle-même. Et même des informations globales, un blockbuster qui sort, on se dit c'est une information globale, et en fait, elle ne l'est pas, pour plein de raisons. D'abord même dans son aspect totalement brut. La bande-annonce n'est pas la même dans tous les pays, les affiches ne sont pas les mêmes, les synopsis ne sont pas les mêmes. Quand on parle de films d'animation, les acteurs ne sont pas les mêmes, etc. Donc même l'information, on va dire, de type base de données est totalement différente en fonction des différents pays. Et la manière de la traiter est aussi extrêmement différente. Elle est différente sur le fond, elle est différente sur la forme, et elle est différente sur le moment, elle est différente sur le fond parce qu'il y a des sensibilités locales, effectivement. Elle l'est sur la forme, d'autant plus que nous, on est des médias qui sont passés à l'ère de la plateformisation, c'est-à-dire qu'on ne produit pas des contenus pour un site, on produit des contenus, on les conçoit de manière créative, à la fois pour un site, pour les réseaux sociaux, et quand on dit les réseaux sociaux, en fait Facebook n'a rien à voir avec ce que sera Facebook Watch demain, qui n'a rien à voir avec Instagram, qui n'a rien à voir avec Snapchat, qui n'a rien à voir avec les stories, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, le fait d'essayer d'avoir des stratégies globales de création de contenu, c'est le principe même de la fausse bonne idée. Et d'ailleurs, nous, dans nos organisations, toutes les rédactions, toutes les créations de contenu sont totalement locales, à tel point qu'il y a, pour une PME, reste une PME de 2000 personnes, il y a une personne dans le groupe qui fait
qui s'occupe de l'international, qui fait de la coordination. Donc je crois beaucoup que structurellement, l'information reste locale. Donc il n'y a pas d'économie d'échelle en fait dans le domaine de l'information, c'est quelque chose qui n'existe pas, à vous entendre tous les trois. Nous, l'économie d'échelle qu'on a, elle n'est pas au niveau de l'information, elle est plutôt au niveau de la plateforme de diffusion. Effectivement, autant on est totalement local sur l'information et le contenu, autant on est totalement global et centralisé sur les outils qui permettent cette diffusion, en particulier les plateformes techniques, qui pour un média digital, c'est quand même un sujet extrêmement important. Hein, c'est un tiers des ressources globales d'une entreprise comme la nôtre. Et évidemment, on est extrêmement centralisateur, comme toutes les plateformes d'ailleurs. Hein. Facebook, il est pareil en France que n'importe où ailleurs. C'est un élément fondamental pour avoir un modèle économique et pour garder de l'agilité et pour ne pas avoir, quand on a 10 ou 15 pays différents, passer son temps à faire de la maintenance de son outil de diffusion plutôt que de le faire évoluer et de rester dans la course. Donc il y a une part évidemment de globalisation, mais elle est plutôt pas tellement organisationnelle, ni même trop dans les process, elle est plutôt dans la culture de l'entreprise, dans la capacité qu'on a chacun à partager de l'information. Tous nos rédacteurs en chef partagent de l'information de manière informelle et ça crée globalement plus de valeur. Si on veut travailler nos singularités, effectivement, je n'imagine pas demain avoir le même correspondant à Washington avec Le Monde ou Les Échos, pardon. Donc effectivement, ça n'a pas de sens. Si on veut travailler notre singularité, notre aspérité, notre spécificité, il faut que effectivement l'information que l'on travaille, que l'on communique, elle est notre empreinte. Donc c'est l'inverse d'une information homogénéisée qui pourrait être effectivement issue d'un conglomérat ou que sais-je. À défaut d'économie d'échelle, vous aviez annoncé il y a 2 ans à peu près le lancement d'une association avec 6 autres grands quotidiens européens, El País, Die Welt, etc., qui était notamment destinée à constituer une base d'articles dans lesquels les uns et les autres pouvaient piocher. Donc un papier du Figaro pouvait se retrouver publié dans Die Welt ou réciproquement. Alors, pas seulement, effectivement. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans maintenant, on a effectivement lancé une association, une alliance, l'ENA, Leading European Newspaper Alliance, qui regroupait donc 7 grands journaux, newspaper, quality newspaper, donc comme vous le disiez, El País, La Repubblica, Die Welt, Le Soir, La Tribune et nous. L'idée, c'était davantage effectivement de s'associer pour partager à la fois des valeurs communes, des enjeux et des défis auxquels nous étions confrontés, que de constituer une forme de base commune. Alors, il est vrai qu'au départ, ça faisait partie, sans doute, d'un des objectifs, mais ce n'était pas le principal. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, sur ce petit item-là, qui nous anime aujourd'hui, on en a mesuré les limites. Vous imaginez une interview d'Angela Merkel organisée à 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la relation du couple franco-allemand. Les Espagnols et les Italiens, ça les intéresse un peu moins. Donc si, in fine, c'est de produire une interview, j'allais dire, un peu tiède, qui est censée effectivement de trouver le dénominateur commun, les 7, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, on a plutôt fait le cheminement inverse, c'est-à-dire choisir de publier des points de vue très anglais, comme autant de fenêtres sur notre approche. Typiquement, sur la crise catalane, on a publié dans les 7 quotidiens le même jour, il y a une quinzaine de jours maintenant, on le fait d'ailleurs tous les lundis, la tribune du directeur de la rédaction d'El País qui gère la Catalogne. Bon, et là, effectivement, il a exprimé son point de vue de la même façon qu'on a publié la vision de l'éditorialiste donc Béatrice Delvaux du Soir, qui fait une analogie avec effectivement la Belgique et qui considère que finalement la Belgique est moins menacée que la Catalogne. Voilà. Là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est vraiment un point de vue très spécifique. Et puis finalement, l'essentiel de l'Alliance est plutôt de partager des expériences, puisqu'on est quand même confronté aux mêmes enjeux de transformation de nos modèles. Typiquement en termes de vidéo, la cour d'expérience de la Repubblica nous a beaucoup inspiré au Figaro. On partage effectivement nos pratiques marketing en termes de génération d'abonnements sur le digital ou nos avancées sur la data. Donc on est plus sur des enjeux, j'allais dire... Comme voilà, votre voisin, un peu comme vous, plus sur les outils plus sur les outils pardon, et les enjeux économiques et métiers que l'on partage, et pas du tout sur la production de contenu.
Et maintenant, dans Euronews New Look, qu'est-ce qu'il y a en commun entre vos 12 éditions? J'imagine qu'il y a une partie d'images, de sujets, etc. en commun. Enfin, comment c'est organisé, comment ça vit et comment ça se traduit à l'écran? Oui, enfin, on a deux types de contenus. On a des contenus effectivement communs à toutes les éditions, comme c'était le cas historiquement à Euronews, sauf que c'était 100% du temps jusqu'à présent. Et ensuite, effectivement, chaque édition va développer son contenu propre. Et donc, toute la question, c'est une vraie question éditoriale, et qui, je peux vous assurer, occupe beaucoup nos esprits en ce moment, c'est de savoir comment nous positionner par rapport à ce contenu que nous appelons spécifique, pas forcément local. Est-ce que nous devons produire pour une audience portugaise un produit uniquement international, mais qui va faire plus référence aux Portugais, comme parler de l'Angola, par exemple, qui intéressera moins les Français? Est-ce qu'on doit faire du contenu purement local et national pour essayer de rentrer en compétition avec les médias locaux? Ou est-ce qu'au contraire, on doit justement essayer de choisir de l'information, du contenu qui a une portée qui se veut universelle, mais qui en fait va avoir peut-être plus d'intérêt dans le pays donné par rapport, en faisant écho à un débat de société, à une actualité qui se passe dans le pays. Et je vous garantis que c'est pas facile du tout, parce que on a des discussions éditoriales assez poussées là-dessus. Alors le sky is the limit, c'est-à-dire qu'on peut grâce à cette nouvelle façon de produire l'information, on peut réellement devenir le premier média local au monde, puisque personne ne le fait dans notre univers concurrentiel. Mais effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse bien pour essayer de bien positionner ce contenu. Aujourd'hui, on a plutôt envie, effectivement, de parler de choses qui restent internationales. C'est ce que moi j'appelle le local, qui reste international, mais qui vont... Bon, par exemple, il y a des dizaines de décisions qui sont prises à Bruxelles cette semaine. Il y en a certaines qui vont plus concerner un public francophone, d'autres plus un public hispanophone, etc. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous avez Merkel, il y a des gens qui vont plus être intéressés par la relation avec la France, et les Espagnols ou les Portugais auront d'autres façons. Après, il y a un dernier élément qui me paraît assez intéressant, c'est qu'en créant ce propre contenu spécifique en fait, dans chacune de nos éditions, on le met ensuite en commun. On a créé la plus grande agence vidéo interne qui existe aujourd'hui, puisque chaque édition met son contenu en commun. Et en fait, on se rend compte qu'il se passe des choses dans certains pays ou dans certaines choses qui vont intéresser d'autres, mais sans qu'on le sache nous-mêmes. Deux exemples. Un des sujets qui a le mieux marché dans notre édition turque, c'est un sujet qui concernait l'Infante Cristina d'Espagne. Alors, vous voyez, voilà. Pourquoi? Parce que c'était au moment où il y avait un scandale de corruption autour de la sœur du roi d'Espagne, l'Infante Cristina, et c'est tombé pile poil au moment où il y avait un début d'allégation de corruption sur le fils du président Erdogan. Et donc ça a fait une projection et un écho par rapport à un débat national qui était complètement inattendu et qui nous a permis de proposer des choses un peu différentes de ce qui se font sur place. Peut-être est-ce qu'on va devoir malheureusement aller vers le terme de cet échange, mais sur l'aspect monétisation et donc développement publicitaire, j'imagine que les outils dont vous parliez, ils intègrent aussi le côté ad serveur, etc. Ça, c'est une chose. Et est-ce qu'en face de vous, vous avez effectivement maintenant des annonceurs ou leurs agences qui vous commandent des campagnes internationales, etc. Ou est-ce que ça reste microscopique et réservé, disons, aux in-flight comme ça l'était pendant longtemps? Alors sur les outils, déjà, la plateforme technique, elle est très centralisée. Il y a une seule chose qui est totalement décentralisée, c'est toute la stratégie de monétisation, dont les outils. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'ad serveur commun. Ce sont les patrons des pays qui décident totalement de leur stratégie de monétisation. Donc la seule chose, on peut avoir des ad serveurs communs, des ad serveurs différents, ce qui est le cas, hein, on a des ad serveurs différents dans tous les pays, des SSP différents, des stratégies de monétisation différentes, ça dépend de la demande locale, de la culture locale, de la demande des annonceurs, etc. Donc évidemment, en ce qui concerne la monétisation, on peut absolument pas avoir de stratégie qui consiste à dire qu'on fait tout partir d'un pays et que ça doit être pareil partout. Je pense que c'est une erreur fondamentale de faire ça. Ça, c'est d'un point de vue des outils. Et après, effectivement, d'un point de vue de la relation globale aux annonceurs, en ce qui nous concerne, elle reste majoritairement locale, mais on peut, à travers l'ensemble de nos médias, commencer à avoir des opérations mondiales. On a organisé, par exemple, la Coupe du Monde Just Dance pour Ubisoft dans plein de pays dans le monde. Donc, je dirais... C'est vous qui êtes en push là-dessus ou il commence à y avoir une vraie demande? Il commence à y en avoir, mais je dirais qu'elle n'est pas majoritaire parce que la plupart de nos clients, en vrai, de nos clients, hein, c'est pas vrai pour tous, ont quand même encore des stratégies de promotion qui restent liées à l'écosystème local.
Puisqu'effectivement, vous me parliez tout à l'heure de ce que nous avions mené avec nos confrères européens, Léna, nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de d'étendre l'initiative que nous avons prise sur le plan local en France, puisqu'il y a début septembre avec le Monde, nous avons créé une association Skyline, dont l'objet est de mettre en commun nos inventaires digitaux pour avoir une proposition, je dirais, qui soit une vraie alternative à celle des GAFAM. Aujourd'hui, nous avons des concurrences communes et de taille. Je crois qu'on en a assez parlé précédemment. Et donc l'idée, c'est d'étendre cette offre Skyline aux autres grands médias européens qui font partie de l'Alliance. Là, pour le coup, on considère qu'il y a à la fois une homogénéité dans la qualité, enfin, dans nos offres, en termes de cibles et de puissance, qui peuvent constituer un atout sur le plan européen. Et donc, ça sera opérationnel 2018 ? Alors, on est en train de discuter, là. Vous savez, quand il s'agit de mettre là, pour le coup, déjà deux, on était très fiers d'avoir pu, effectivement, arriver en France à construire cette alliance avec nos confrères du Monde. Donc là, on met autour de la table El País, la Repubblica, le soir, la Tribune. Bon, donc, mais c'est déjà pas mal, parce qu'on a commencé la discussion il y a une quinzaine de jours. Donc j'espère bien qu'on va pouvoir y arriver au début de l'année prochaine. Alors nous, on est dans le sens complètement inverse. Nous, on vient d'un marché pan. On est sur un marché pan-européen, qui est le marché de la publicité pan-européen, qui est par définition un marché déclinant. Et donc nous, avec cette stratégie-là... Pourquoi par définition déclinant ? En tout cas, par essence, par nature. C'est un marché qui, justement, a tendance à être très restreint par rapport aux marchés nationaux. Pour vous donner une idée, le marché pan-européen est estimé à peu près 300 millions d'euros. Si on prend le marché publicitaire français, je crois que c'est 3 milliards, je ne veux pas me tromper. 3,5 milliards, ouais. Non, pub télé, 3,5 milliards. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc le marché pan-européen est un dixième d'un marché national, si on ajoute. Donc on est sur un marché de niche, sur des marques qui, justement, n'ont pas encore toute cette vision globale, mais qui sont bien sur des visions locales des choses, qui ne vont pas communiquer de la même manière selon les différents marchés. Et en plus, un marché qui, bien évidemment, est touché de plein fouet par les 80% pris par nos camarades voilà, Facebook et Google. Donc, pour toutes ces raisons-là, on est plusieurs en fait, à se poser beaucoup de questions et à essayer d'en sortir. Donc, les premiers qui ont montré la voie, je dirais, en tout cas, selon moi, c'est très personnel, c'est Eurosport. Enfin, depuis qu'ils ont été rachetés par Discovery, où ils achètent de plus en plus maintenant de droits nationaux pour aller vendre de la publicité nationale. Bon, on pourrait considérer une vision un petit peu parallèle, même si on est très 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 loin de la vision vraiment nationale. Et donc nous, effectivement, avec ce contenu spécifique pour des éditions, ce qu'on appelle locales, c'est national, maintenant ça nous ouvre effectivement la voie à des marchés nationaux qui devront par contre être très ciblés, parce qu'on n'atteindra jamais des masses de parts d'audience en n'étant pas sur la TNT dans les différents pays. Donc il faudra qu'on cible très précisément. Donc, voilà. Donc nous, c'est l'opération inverse en fait. Merci beaucoup à vous trois. Merci.